Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 197, et aujourd'hui, je reçois Isaëlle Morin et on parle du futur de LinkedIn. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, j'espère que vous allez bien. Hey, aujourd'hui, je suis super contente parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'entrevue sur le podcast et ça adonne que la personne que j'accueille aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aurait dû être là bien avant, bien entendu, mais que je connais maintenant depuis quand même plusieurs années et que j'apprécie et respecte beaucoup. Et ces temps-ci, on échangeait sur des sujets qui nous tiennent à cœur toutes les deux, qui est naturellement le futur des réseaux sociaux, le futur de la création de contenu, parce que mon invité d'aujourd'hui est un expert en personal branding, en personal branding aussi pour les entreprises en B2B, donc business to business, et il est très actif sur LinkedIn. Puis si vous me connaissez depuis un bout, vous savez que j'ai euh, j'ai bâti une bonne partie de ma notoriété autour de ma présence LinkedIn quand j'avais lancé Aime ta marque. LinkedIn comme une pro, c'était un des premiers produits que j'ai jamais vendu, une des premières formations que j'ai faites. C'était en présentiel à ce moment-là, ça impliquait des photographes, euh, il y avait toute une vibe autour de LinkedIn. J'étais reconnue comme celle qui voulait démocratiser LinkedIn auprès des entrepreneurs parce que pendant longtemps, ça avait été considéré comme un réseau social, entre guillemets, de bas brun. et, euh, et je dois beaucoup, dans le fond, à LinkedIn pour m'avoir permis de créer des réseaux vraiment intéressants et de rencontrer des super belles personnes, dont Isaëlle Morin, qui est mon invitée d'aujourd'hui. Et juste pour mettre un petit peu de contexte à la conversation qu'on va avoir, euh, bon, si vous avez écouté quelques épisodes dans les dernières semaines, hein, vous avez peut-être une idée que la direction dans laquelle je m'en vais davantage avec Aime ta marque, avec, avec mes recommandations aussi au niveau du contenu, c'est de faire très attention aux plateformes qui nous absorbent dans leur écosystème et qui nous rendent dépendants. Puis je parle pas juste ici de LinkedIn, je parle de toutes les autres plateformes Meta, y compris YouTube et autres, parce que le danger quand on s'associe ou quand on met beaucoup d'efforts et d'énergie à faire croître notre communauté sur une plateforme, c'est naturellement la fragilité de ces communautés-là qui peuvent disparaître du jour au lendemain si on se fait exclure de la plateforme, si on se fait censurer, si soudainement notre identité n'est plus considérée comme politiquement acceptable pour la plateforme, et j'en passe. Mais au-dessus de ça, il y a aussi une réelle évolution au sein des plateformes qui fait qu'avec la quantité, avec le volume, avec le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui les utilisent et qui créent du contenu dessus, ben il y a un phénomène qui se produit qui s'appelle la merdification des plateformes. Et c'est pas moi qui ai choisi ce terme. En fait, c'est un terme en traduction de ce que l'auteur et technocritique Cory Doctorow avait établi quand il avait parlé de enshittification. Et en gros, ce que Doctorow il dit, c'est que les plateformes suivent une tendance qui les mène à la détérioration progressive.
Et c'est normal, notamment parce que ces plateformes-là, ben, elles veulent maximiser leurs profits et donc, ce qui nous a attirés bien souvent sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, ben, au fur et à mesure qu'on atteint une masse critique d'utilisateurs, ben, les plateformes vont vouloir maximiser leurs profits, venir dans le fond, genre récupérer leur investissement dans ça. Puis là, ce qu'on voit, c'est un processus de merdification. Et apparemment, ce processus-là a trois phases distinctes. La première, c'est la phase lune de miel, quand la plateforme attire les utilisateurs en offrant une expérience de qualité, des outils utiles. Hein? C'est les fameux débuts quand Facebook, c'était comme «Wow, je peux partager des photos avec des gens avec qui je parle depuis presque jamais». Hein? Ensuite, on rentre en phase 2, c'est qu'une fois la base d'utilisateurs consolidée, la plateforme commence à exploiter intensivement les créateurs et annonceurs pour maximiser ses revenus. Ça, on l'a vu aussi se déployer. Puis finalement, la phase 3, c'est que la plateforme entre dans la logique d'extraction maximale de valeur pour elle-même au détriment de l'expérience utilisateur. Puis j'avais écrit là-dessus dans mon article dans les affaires. Je vais mettre le lien. Je vous encourage de le lire avant peut-être d'écouter cette entrevue parce que ça va vous donner un contexte par rapport à ce qui se passe sur LinkedIn, notamment au niveau de l'utilisation de l'IA pour créer du contenu et aussi pour répondre aux commentaires. Et cette réflexion, dans le fond, que j'avais commencé à avoir sur LinkedIn notamment, a amené Isaël à m'envoyer un message. On a échangé un peu sur notre vision. Et j'ai voulu l'inviter sur le podcast pour qu'on en discute ensemble parce que je suis super intéressée à savoir comment lui, il travaille avec ses clients, comment est-ce qu'il encourage ses clients à utiliser LinkedIn en 2025 et plus, genre donc dans leur stratégie de visibilité, dans leur stratégie de contenu, dans leur stratégie de notoriété, et comment est-ce que lui, il comprend ou il navigue avec cette merdification des plateformes. Donc, c'est la conversation qu'on a aujourd'hui dans le podcast. C'est une conversation naturellement qui ouvre plein de ramifications vers d'autres conversations intéressantes que j'aimerais avoir aussi avec Isaël notamment. Et mais d'ici là, je vais vous laisser avec ça. Mais avant qu'on se laisse avec l'entrevue, je vais quand même vous dire quelques mots sur Isaël Morin. Hein? Isaël croit que le monde serait meilleur si on prenait tous et toutes un peu plus notre place dans la vie et en ligne. Depuis plus de 10 ans, il a accompagné plus d'une centaine de consultants, consultantes, coachs, spécialistes à attirer, connecter et convertir leur clientèle cible, principalement sur LinkedIn. Il a un talent pour écouter et accompagner des professionnels à rayonner à leur juste valeur. Et puis, si vous ne suivez pas Isaël sur LinkedIn, c'est une des personnes les plus drôles que je connaisse sur cette plateforme. Il est hyper inventif. Il y a toujours une nouvelle bonne idée qui attire l'attention, fait que c'est définitivement quelqu'un à aller suivre. Et je vais mettre aussi tous les liens pertinents dans les notes de cet épisode si vous voulez aller explorer aussi son travail. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec notre conversation avec Isaël Morin. Salut Isaël, comment ça va? Bienvenue sur l'Ambition au féminin. Je suis super contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Écoute, je suis vraiment très content d'être là, super content et je suis très reconnaissant de l'invitation. Merci beaucoup, très content d'être là sur ton podcast. Et on va passer un super 30 à 45 minutes, tous les deux. Fait que j'ai vraiment très très hâte de parler avec toi. Ouais, je me disais justement que c'était une des rares personnes que je suis presque systématiquement sur LinkedIn. Puis ça fait quand même longtemps. Puis t'es arrivé un peu après moi quand même, même je dirais plusieurs années, mais j'ai toujours apprécié ton contenu. Puis je me suis dit, my God, je l'ai pas encore invité sur l'ambition féminin. Puis comme on est pour wrap up ce podcast, je me suis dit qu'il fallait absolument que tu sois parmi nous, parmi nos invités. Ben oui, parce que dans le fond, ça va faire au moins un 3 4 ans que l'on se connaît. Ouais. Ça fait quand même un petit bout de temps. Comme moi, je suis arrivé beaucoup plus sur LinkedIn, c'est ça, autour de comme 2020-2021. Puis on a commencé à comme se parler vraiment rapidement. Fait que écoute, je suis vraiment très content d'être là, surtout si c'est pour wrap up le podcast. Super content d'être là avec toi. Great. Fait que la première question que je vais te poser, c'est une des questions brise-glace que je pose à presque toutes mes invités. Et c'est qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petit?
Ça commence fort, ça commence fort. Qu'est-ce que je voulais faire lorsque j'étais plus jeune? Je pense que je l'ai jamais réellement dit. Je voulais être un ingénieur en aéronautique. Je voulais construire des avions. OK? Donc, lorsque j'étais jeune, je construisais plusieurs inventions dans le camion de mon père. Je devais avoir 10 ou 11 ou 12 ans. Je construisais plein de trucs avec le bois et tout. Et j'étais sûr que plus tard, j'aurais construit des avions, des gros trucs. Et finalement, j'ai coulé mes maths de secondaire 5. J'aurais pas pu. J'aurais pas pu. Je pourrais retourner à l'école puis essayer de faire tout le processus et tout. Mais c'était pas pour moi, c'était pas pour moi. Fait que j'ai eu le temps de changer de quand j'avais 11 ans à mes 18 ans et à mes 25 ans. Fait que je ne construis pas d'avion. C'est pas ça que je fais aujourd'hui. Est-ce que tu voulais piloter des avions aussi ou c'était juste vraiment comme construire la grosse machine? C'est de construire. Mais en fait, c'était de faire les plans. Dans le fond, je suis vraiment Hmm, créatif et tout. Puis je voulais construire des trucs qui volent. C'est ça, je voulais construire des trucs qui volent, I guess. Ça, OK. c'était vraiment quand j'étais plus jeune, ouais. Wow, c'est vraiment intéressant. Moi, ça me fascine de savoir ces choses-là parce que d'une façon ou d'une autre, on revient à nos amours d'enfance, même si c'est pas sous la forme qu'on pensait que ça allait prendre. Puis c'est ça que je retiens, c'est comme toi, c'est comme les plans, mais la grande créativité, puis construire des choses. Ça me semble être quelque chose qui revient quand même avec même ce que tu fais avec tes clients là aujourd'hui. 100%, 100%. Puis même, qu'est-ce que je fais aussi avec mon propre branding, la création de contenu qui est souvent assez funky, des vidéoclips, des musiques, des trucs qui sortent du lot. Donc, j'essaie toujours de voir comme quel est le statu quo, puis comment est-ce qu'on peut faire autrement, comment est-ce qu'on peut faire plus, comment est-ce qu'on peut sortir de la boîte. Fait que ouais, ce côté-là est resté, mais les avions sont pas restés. Ouais, puis pour celles et ceux qui nous écoutent puis qui suivent pas Isaël, c'est probablement une des personnes les plus créatives que je vois sur LinkedIn. C'est toujours vraiment intéressant, en même temps d'être informatif aussi, hein, parce que tu continues à quand même transmettre beaucoup d'informations à propos de Ouais. comment construire son brand personnel, son personal brand, puis aussi le rôle que LinkedIn a dans, dans cette stratégie-là. Je pense que LinkedIn, c'est pas mal ta plateforme, hein. Je sais pas, t'es un peu partout, mais c'est vraiment celle que tu as investie majoritairement. Ouais, vraiment. Ben, en fait, je me spécialise plus dans le B2B, dans le marketing B2B. Mhm, Euh, donc, LinkedIn est pas mal à privilégier lorsqu'on est là-dedans. Je n'ai jamais été trop B2C. mhm, Il y a vraiment des pros qui sont bons là-dedans dans le marketing pour les particuliers, vendre des produits, vendre des crayons, vendre des mhm, mhm. trucs. Puis moi, je suis genre, yo, je sais pas, moi. C'est pas comme ça que je réfléchis. C'est pas Non, je comme te ça que je file. réfléchis. Je saurais même pas comment vendre ça. Mais vendre des services ou des offres ou des produits à d'autres entreprises, Mhm. ça, je sais comment ça fonctionne, je sais comment faire. Donc, oui, je privilégie LinkedIn parce que j'étais dans le B2B, en fait. Fait que ça m'a mené vers LinkedIn. Ouais, puis c'est intéressant parce que quand moi, je me suis lancée comme entrepreneur, quand j'ai lancé Aime ta marque, c'était en 2016, puis LinkedIn, c'était pas aussi connu ou utilisé, surtout ici au Québec et dans la francophonie, je dirais même. Et donc, quand j'avais lancé une de mes premières formations, ça s'appelait LinkedIn comme une pro, c'était en personne, on faisait un photoshoot en même temps pour avoir une belle image pour mettre sur ton profil. Je montrais Cool. aux gens à écrire leur profil. Puis j'avais vraiment commencé à me faire connaître autour de cette plateforme. Puis je trouve ça intéressant de t'avoir sur le podcast puis qu'on puisse discuter de ça ensemble parce que de plus en plus, j'ai l'impression de me désinvestir un peu de LinkedIn avec le temps parce que, puis là, bon, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. J'ai écrit un article dans les affaires où j'explique un peu ma vision que LinkedIn est en train de rentrer dans ce que Cory Doctorow appelle la merdification ou l'enshittification des plateformes. Puis là, Hmm. bon, sans nécessairement rentrer dans les détails parce que on en a parlé dans l'introduction, mais je voulais savoir pour toi, tu sais,
même vu que ça fait à peu près déjà 5 ans que tu es sur la plateforme quand même activement, est-ce que tu sens qu'il y a encore un futur sur cette plateforme-là? Est-ce que tu ressens la même chose de déclin un peu de la qualité ou des interactions et des contenus? Tu sais, comme c'est quoi ton opinion de LinkedIn aujourd'hui? Disons-le comme ça. Yes, ben écoute, hey, très bon point. Puis aussi, j'encourage à toutes les personnes qui nous écoutent à aller lire ton article. C'est très bien écrit, puis aussi tu expliques très bien comment fonctionne ou comment arrive la merdification, qui est un terme, c'est ça qui a été créé par la personne qui était référée. Mais, euh, mais tu l'expliques très bien expliqué. Après ça, c'est sûr qu'on n'a pas, comme moi, mon rôle n'est pas vraiment d'expliquer la merdification, mais oui, je la vois quand même. Mhm, Dans le sens, je la mhm, vois quand même un peu. Moi, le truc, c'est que moi, je suis arrivé personnellement sur LinkedIn autour de 2020, mais j'avais déjà accompagné plusieurs dirigeants d'entreprise depuis 2017 sur mm, LinkedIn. Donc, moi, je suis arrivé après. Je suis pas, j'ai accompagné des personnes dans l'ombre, ce qui m'a mis sur la map. Donc, il y avait mhm, mon nom qui était quelque part. J'avais déjà une réputation qui s'était créée pour avoir mis des dirigeants sur LinkedIn. Donc, lorsque les autres rayonnaient puis se faisaient voir par leurs collègues, eux autres se faisaient demander, OK, mais c'est qui t'accompagne? Puis là, il y a mon nom qui est Ah, ressorti depuis intéressant. c'est fin 2016, début 2017. Et lorsqu'on m'a montré LinkedIn tu sais, j'étais déjà sur LinkedIn anyway, là, dans le sens, je pense qu'on s'est Mhm, tous créé un compte plus tôt que ça, il y a peut-être mhm. comme 5 à 10 à 12 ans ou voire 15 ans. Mais j'y avais pas trop cru à LinkedIn. Il a vraiment fallu comme me convaincre en début 2017 pour OK, est-ce qu'on investit du temps là-dedans? Mhm. Donc oui, j'ai vu, il y a quand même une grande différence entre 2016-2017 puis aujourd'hui en 2025. Euh, Après ça, si je vois qu'il y a un futur, oui. Oh oui, 100%. Le truc, c'est que je trouve que le monde focus beaucoup sur le inbound, donc sur Mhm. le contenu. Donc là, le monde va focuser beaucoup sur la portée, sur la visibilité. Euh, c'est peut-être parce que tous les autres réseaux sociaux, c'est comme ça que ça fonctionne, mais le B2B, c'est pas comme ça que je verrais ça, moi. Dans le sens, LinkedIn, je le comparais pas à Facebook, je le comparais pas à d'autres réseaux parce que c'est du B2B. On est là pour créer des relations avec le monde. On n'est pas là pour avoir 1000 likes ou genre 2 Mhm. à 3000 likes. On n'est pas là, tu sais, on n'est pas là-dessus pour ça. Si tu veux être vu, il y a d'autres réseaux qui sont faits pour ça. Si tu veux créer des relations avec des dirigeants d'entreprise, avec d'autres entrepreneurs, tu peux encore faire ça sur LinkedIn. Il y a les messages privés qui sont sous-exploités. Mhm. Il y a plein de fonctionnalités de LinkedIn qui sont sous-exploitées. Je pense que le monde voit LinkedIn un peu comme Facebook, où est-ce que, OK, je vais arriver, je vais poster, puis là, le monde dit, OK, il y a la visibilité qui baisse, donc là, il n'y a plus de potentiel. Mais genre, c'est trop pas comme ça que ça fonctionne. Le B2B, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Surtout pas ici au Québec, où est-ce qu'on est quelques millions de personnes à être actives sur le marché du travail. Ça fait vraiment très peu de personnes, ça. Donc, Mhm. je pense qu'en très peu de temps, tu peux solidifier ton réseau de contacts, voir LinkedIn peut-être un peu plus comme un CRM et non comme un TikTok. Voir ça comme un CRM où est-ce que tu as tes contacts, ton réseau, tu as les personnes que tu rencontres dans les événements professionnels. Et tu peux encore clairement faire ça sur LinkedIn. Si la visibilité diminue, selon moi, on va se retourner plus vers les messages privés, plus voir ça comme un CRM, puis entretenir les relations que l'on a créées dans les événements professionnels, un peu comme nous, quoi. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vois le potentiel, mais LinkedIn change et n'a pas fini de changer. Et je trouve que ta perspective sur la merdification, elle est vraie, elle est valide. Puis je la partage aussi, là, dans le sens, Mhm. là, c'est ça, là, je voulais juste être sûr que je réponds bien à la question, parce que j'ai l'impression d'aller à gauche, à droite. Non, 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 c'est intéressant de rappeler que LinkedIn, c'est un réseau, un des réseaux sociaux les plus réseaux, hein. Puis c'est le fondement même de comment LinkedIn a été construit avec les réseaux niveau 1, niveau 2, niveau 3, puis d'être capable de voir, dans le fond, les interconnexions entre les différentes personnes qui nous suivent, puis tout ça. N'empêche, ce que je trouve quand même intéressant dans ce que tu dis, c'est que ce que tu dis, dans le fond, c'est qu'on n'est pas nécessairement obligé de produire du contenu pour
utiliser le potentiel de LinkedIn, surtout quand on est en B2B. Ceci dit, puis, tu sais, toi et moi, on est des créateurs de contenu qui avons bâti des personal brands grâce à LinkedIn notamment, grâce au contenu et à la portée du contenu qu'on a partagé là. Puis, j'imagine que quand tu coachais tes dirigeants ou quand tu coaches tes clients aujourd'hui, il y a une portion aussi de création de contenu, n'est-ce pas? Oui, oui, vraiment. Puis c'est présent dans le sens, le but, c'est, ben, un des buts qui aide à se faire voir, c'est de prendre la parole, quoi. Mhm, C'est de travailler, oui, son profil, travailler son branding personnel. Mais après ça, c'est de prendre la parole, puis d'augmenter les chances d'être vu sur le newsfeed de notre clientèle cible. Donc là, je t'apprends rien. mhm. Donc oui, et moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel. Je pense qu'il y a encore des potentiels d'être vu par quelques milliers de personnes par semaine. En 2025, je pense que ça va continuer d'être le cas pendant encore un bon petit bout. Mhm. Je pense que l'on s'est habitué aussi à avoir des gros chiffres, à Ouais. avoir comme des posts viraux, un peu comme qu'on s'est habitué sur Facebook en 2012 ou en 2014 lorsque j'étais très présent là-dessus. Là. J'étais vraiment très présent là-dessus jusqu'en 2017. Euh, et genre, on s'est habitué à des gros chiffres. Puis là, plus que ça baisse, plus que ça nous fait mal. Mais en réalité, c'est juste parce qu'on est des êtres humains qui s'habituent puis Mhm. qui n'aiment pas ça quand ça change. Le problème n'est peut-être pas LinkedIn. Je pense qu'on devrait juste être un peu plus reconnaissant de la visibilité qu'on peut obtenir, même si elle baisse. C'est juste parce qu'on se compare à ce qu'on avait avant puis qu'on avait plus. En réalité, on pourrait être un peu plus dans la reconnaissance chaque jour et dans le futur de, bon, ben, LinkedIn, peut-être qu'il nous fait plus voir, comme peut-être qu'il pousse plus notre pause devant 30 000 personnes, mais devant 2 à 3 000, si je sais bien, puis que tu vends un service dans les 4 à 5 chiffres, t'as quand même le potentiel de faire rouler, tu sais, t'as quand même bien développé Mhm. ton entreprise, tu sais. Fait Ouais. que t'es plus, tu sais, d'être moins dans la comparaison avec le passé, mais de voir encore le positif là-dedans, d'être optimiste, puis d'être dans la reconnaissance un peu plus. Moi, je recommanderais d'être là-dedans. Même si ça change, il y a quand même le potentiel de visibilité et le potentiel de connexion avec les bonnes personnes ici au Québec. C'est sûr que Mhm. quand on est dans d'autres pays où est-ce qu'il y a des centaines de millions de personnes, là, c'est une autre affaire. Mais ici, dans la francophonie au Québec, dans le peu de personnes qu'on est dans la province, LinkedIn peut vraiment être comme une très bonne plateforme solide pour rencontrer d'autres personnes, soit des partenaires potentiels, soit des clients potentiels. Mhm. Ouais, puis c'est vrai, hein, puis bon, tu sais, que c'est sûr que quand on regarde le reach, des fois on se dit, oh my God, j'ai juste eu 539 personnes qui ont vu mon post, ce qui est quand même, tu sais, genre pour moi qui est comme, je pense que j'ai 7000 abonnés maintenant, c'est vraiment une minuscule proportion. Ben, minuscule, on s'entend. Mais en même temps, quand on relativise ça, on est comme il y a 500, tu sais, ça serait quoi 535 ou 539 personnes qui seraient devant moi dans un amphithéâtre, par exemple, tu sais. Hmm. Puis je pense que cette vision-là, c'est vrai, tu sais, il faut quand même relativiser que l'important, c'est aussi de continuer à transmettre notre message et de peut-être être un peu moins focalisé sur des métriques de vanité, comme on dit. Et je pense que ça mène peut-être un peu à cette réflexion sur la merdification parce que je pense que cette tendance de faire baisser le reach ou la portée, ce que ça a donné aussi, c'est que justement, à cause de ces comparaisons-là, tu sais, nous, ce qu'on voit dans notre feed, c'est des personnes qui ont 224 likes à leur truc, et puis des centaines de commentaires, et puis soudainement, c'est sûr que notre cerveau, il se met en mode comparaison, puis il dit qu'est-ce que je peux faire de mieux pour moi aussi avoir cette popularité ou cet engouement. Puis je pense que c'est là aussi que toute cette espèce de mode de tenter de créer du contenu avec l'aide de l'intelligence artificielle, de ChatGPT ou de Claude ou whatever, des LLM, ça a fait que, ben OK, je vais essayer d'optimiser pour la viralité moi aussi, parce que je veux éventuellement
transformer cette viralité-là en argent ou en opportunité ou en whatever ce que ça peut créer. Puis, ce qui m'avait beaucoup choqué un peu quand j'avais refait ma recherche pour mon article dans les affaires, c'était qu'il y aurait 54% des posts longs sur LinkedIn qui sont générés par l'IA. Puis je voulais peut-être t'entendre sur ce que tu as vu, soit chez tes clients ou dans LinkedIn at large, sur cette montée de l'utilisation de l'IA pour créer des contenus, puis pour aussi interagir avec des contenus, parce que c'est pas juste dans la publication, mais aussi même dans les commentaires qu'on voit l'IA Ouais. arriver, puis des choses comme ça. Puis ça enlève un peu de ce qu'on parlait juste au début, de dire, ben, on est dans un réseau de réseaux. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des connexions si on est bloqué dans ces connexions par l'IA? Bref. Fait que je voulais t'entendre sur comme Mm. l'utilisation de l'IA, puis comment tu le vois. Est-ce que tu le vois positivement, négativement, un peu des deux? Ouais, ouais, ouais. Écoute, c'est des super bons points. Puis c'est vrai, comme, qu'est-ce que tu as dit que, tu sais, quand on poste, puis là, on a genre 10 à 15 à 20 likes, puis là, on voit sur notre newsfeed des posts à genre 2 à 300 likes, puis c'est super dur de pas se comparer, tu sais. Comme Mhm, oui, maintenant, je me réécoute dans ma tête, puis c'est sûr que la manière que j'ai présenté la reconnaissance, puis d'être reconnaissant, tu sais, je veux pas être dans la positivité toxique non plus, là, dans le mhm, sens c'est vraiment difficile de pas se comparer. Euh, après ça, un autre point qui est très intéressant que tu as partagé, c'est ça, c'est sur LinkedIn, puis sûrement sur d'autres réseaux aussi, mais sur LinkedIn, on le voit, là, c'est assez flagrant. C'est l'automatisation, c'est ça, de commentaires. C'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, pas juste pour créer des posts, mais aussi pour commenter, puis aussi pour envoyer des messages mhm, privés, et aussi pour répondre aux messages privés que l'on soit. Fait que là, t'es comme, jusqu'à quel point tu automatises la création de relations avec une autre personne, tu sais? mhm, Tu sais, jusqu'à quel point tu peux faire ça? Tu sais, c'est quand même quelque chose parce que le B2B, la fondation, selon ce que j'ai compris et la manière que je vois le monde, c'est de développer des relations significatives quand même, là, genre pas juste des relations fake, mais en profondeur, kind of, avec d'autres professionnels pour essayer de créer de la valeur ensemble. Tu sais, que ce soit pour offrir un service ou voir le service de quelqu'un d'autre, faire des partenariats ou s'entraider. Mais le but, c'est de créer des relations qui sont solides, tu sais, que mhm, genre, c'est pas fake. Puis là, tu as comme LinkedIn, qui est la compagnie, puis leur vision qui est pas trop claire. Là. Comme, je sais pas pour toi, là, mais comme leur mission puis leur mhm. direction, là, c'est pas la compagnie la plus transparente, là. Il y a quand même beaucoup de brouillard. C'est assez difficile de savoir où est-ce qu'ils s'en vont. Puis en plus, il y a un gap entre leurs paroles puis leurs actions. Mm. Là, ils vont comme mettre en place des moyens pour comme genre automatiser ou proposer des commentaires. Comme juste ça, c'est un bon, puis je pense que tu en avais parlé, là, t'as fait un post genre, là-dessus, qui était juste le fait de proposer des commentaires préécrits. C'est quand même bizarre, tu sais, c'est Mhm, bizarre, là. Comme pourquoi est-ce que vous avez fait ça? C'est comme, c'est pas un pas dans la bonne direction, là, c'est ça, de faciliter la création de contenu. Mais là, c'est même plus de la création de contenu, c'est genre, lorsque tu commandes quelque chose, c'est vraiment supposé être toi, là. C'est comme je mhm, peux comprendre jusqu'à un certain point le contenu, là, tu sais, de se servir de l'intelligence artificielle pour créer ou pour t'accompagner là-dedans, je peux comprendre. Mais là, dès qu'on tombe dans les commentaires puis les messages privés, moi, je mets ça dans une catégorie à part, qui est comme, c'est quand même supposé être toi jusqu'à un certain point. Fait que je pense que tu amènes un bon point qui est comme, tu sais, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut demander ou se servir de l'intelligence artificielle et de l'automatisation pour comme développer une sorte de relation avec quelqu'un. Parce qu'imagine dans une situation où est-ce que moi, je me sers de l'IA à 100%, toi, tu te sers de l'IA à 100%. Là, il y a ouais. nos IA qui commentent, qui vont se parler en message privé. Puis quand est-ce qu'on est supposé arriver, nous? Dans le sens. Mais c'est ça, genre, je fais juste ramasser l'argent à la fin de la Oui, fin de c'est la journée. ça. Tu sais, puis il n'y a rien de vrai qui s'est créé. Tu sais, que...
Qu'est-ce que Non, tu puis fais c'est, avec ça ça? va à l'encontre de la notion de personal brand. Tu sais, Ouais. dans le sens que si tu construis quelque chose basé sur du vide comme ça, c'est quoi vraiment que tu véhicules? Ben ouais, c'est ça. Puis je trouve tellement que ça. Ouais, en tout cas, là, on pourrait rentrer là-dedans, mais comme, tu sais, je trouve tellement que ça représente comme le capitalisme, comme peut-être pas à l'état pur, mais comme le fait de demander aux robots de se parler. Parce que la caricature, ce serait ça. Ce serait que l'on serait à la table, on se parlerait même pas. Là, nos robots se parlent, nos robots s'aiment bien, puis à la fin, on fait juste accepter l'argent de l'autre, tu sais. C'est ça. Mais c'est quoi cette affaire-là, tu sais? C'est quoi cette affaire-là? Ouais, Dans puis ça? comme tu dis, c'est quoi l'avantage de LinkedIn de faire ça? Tu sais, d'avoir comme des faux commentaires qui donnent du faux engagement. Est-ce que c'est justement pour que les gens... Puis, tu sais, ça me fait penser, je fais une petite mini parenthèse. Je suis en train de refaire tous mes systèmes de collecte de connaissances. Euh, puis, pendant que je fais ça, puis moi, j'étais une grande utilisatrice de Notion, là, je m'en vais sur Obsidian. Bref, ce sera pour un autre, un autre sujet. Mais ce que je trouvais intéressant dans l'acquisition des connaissances, c'est que tu as besoin de friction pour pouvoir apprendre. Puis, je donne un exemple, tu sais, comme par exemple, on est habitué à lire un livre puis surligner des passages dans un livre. Euh, mais ça sert absolument à rien de faire ça. OK. Si on lit pas, on relit pas ces passages-là, puis on les intègre pas, on n'est pas capable de les reformuler ou de les utiliser dans une conversation ou de les lier avec quelque chose qu'on a déjà appris ou de argumenter avec ce passage-là, on a fait un geste qui, ultimement, va se perdre dans le grand néant de tous les gestes inutiles qu'on fait dans notre vie. Parce qu'il n'y a pas de friction. Puis la friction, ça serait de dire, ben, chaque dimanche, par exemple, je prends tous mes surlignages, puis j'en fais un résumé. Ça demande un OK. genre d'effort qui fait que cet effort-là va ensuite permettre d'intégrer, d'apprendre, de corporaliser, hein, de rentrer dans le corps cette nouveauté à laquelle qu'on a acquis. Fait que, tu sais, pour en revenir aux commentaires, je suis comme, ils ont éliminé la friction d'être en Ouais. relation, comme tu dis, tu sais. Ouais, mais 100%, 100%. C'est comme s'il y avait la voie difficile puis la voie facile d'encourager leurs membres, dans le fond, les personnes présentes sur LinkedIn, à engager davantage. Puis là, la version difficile, ça leur a été de trouver des moyens de les encourager d'une certaine manière. Là, je ne saurais pas comment. Là. Mhm. Je peut-être pas trop pensé à ça. La voie facile, c'est vraiment de leur mettre une béquille. C'est vraiment de leur Mhm. dire, hey, je t'ai déjà écrit le truc, tu as juste à cliquer sur OK, puis ça va commenter. Puis en plus, LinkedIn, d'après ce que j'ai lu, n'aime même pas ça. Genre, LinkedIn, en plus, va pénaliser les membres qui vont utiliser des intelligences artificielles ou de l'automatisation de plateformes tierces. Mais Mhm. lorsque c'est sur leur plateforme, ça passe. C'est Donc, bizarre. c'est un peu hypocrite, là, dans le sens, si tu pénalises les personnes qui servent de l'IA puis de l'automatisation ailleurs, ben, pourquoi est-ce que vous poussez ça sur votre plateforme? Puis Mhm. pourquoi pas faire preuve de transparence, puis de communiquer votre direction clairement. Nous, LinkedIn, c'est 2030, voici qu'est-ce qu'on veut faire. Puis on veut, je sais pas moi, on veut pousser le plus possible nos membres à créer des communautés sur la plateforme, essayer de motiver nos membres à entrer en contact avec eux autres, tu sais, je saurais pas, mais c'est ça. Là, il y a un manque de transparence, puis il y a plusieurs tests qui sont faits à comme chaque mois, puis là, on a la difficulté à savoir où est-ce que LinkedIn se dirige avec ça. Mhm. Et Mhm. puis c'est un peu ça. Puis ça, c'est sans parler aussi de l'arrivée de ChatGPT en 2023. Puis il y a de plus en plus de personnes qui vont l'utiliser pour créer des contenus.
Puis peut-être que, ben, une de mes hypothèses est que peut-être, OK, là, j'ai pas les vrais stats, là, mais si la génération sur LinkedIn est un peu plus âgée que sur d'autres réseaux, puis qui sont pas trop habitués à créer du contenu comme les milléniaux l'ont été, ou les générations plus jeunes, puis que c'est des dirigeants d'entreprises qui ont peut-être moins de temps, peut-être qu'ils vont choisir la solution facile qui est je vais me retourner vers chat, je vais me retourner vers l'IA, vu que j'ai pas trop le temps, puis je sais pas trop comment ça fonctionne, puis là, je vais lui demander d'écrire à ma place. Mhm. Peut-être, peut-être. Là, j'ai pas de preuves pour ça. Mais selon ce que j'ai vu, depuis comme 8 à 10 ans à travailler avec des dirigeants d'entreprise, au-dessus de la quarantaine, voire plus que 50 ans, peut-être que ça ferait du sens. Peut-être que ça ferait du sens. Ouais, parce que dans le fond, il y a eu une vague aussi que j'imagine va être vouée à disparaître d'engager un ghostwriter sur LinkedIn. Il y Ben, a eu ça peut-être. pendant un temps, tu sais. Ben là, il y en a encore, là. Ouais, Il y a encore des personnes que je vois qui offrent ce service-là. Mais tu sais, encore là, tu sais, dans le sens, il y a encore des personnes là, qui payent, qui vont payer des compagnies pour faire des téléphones, pour faire de la vente par oui. téléphone, là. Dans le sens, le monde change, mais tu sais, il y a toujours des trucs qui vont rester dans le temps. Je Mhm. pense que les bons Ghost Riders vont rester dans le temps. Tu sais, parce qu'on pourrait dire la même chose sur moi, là, dans le sens, pourquoi travailler avec des personnes comme moi ou même comme toi quand on peut demander à ChatGPT, Mhm. hey, montre-moi un plan de communication ou comment créer mon propre branding personnel, puis il va te proposer quelque chose, là. Donc, il y a des personnes qui vont se retourner vers chat puis l'IA, mais il y a encore des personnes qui vont investir pour apprendre, pour monter en compétences. Mhm. Moi, je pense que ça va rester dans le temps. Comme il y a encore des personnes qui font des téléphones, puis d'après ce que j'ai vu, ça peut marcher très bien aussi, tu sais. Fait Ouais, que, c'est intéressant que tu parles de compétences. C'est un sujet clé aussi dans mes réflexions. Puis j'en parlais tantôt avec mon groupe dans mon coaching. Puis cette idée de tu sais, beaucoup les gens, ils sont axés sur le résultat. Donc, ils sont comme, je vais écrire un post qui va me donner 300 likes ou hmm, whatever, 1 million de vues, versus j'ai développé la compétence pour parler de mon offre sous différents angles différents. ouais, Puis je pense que les gens, ils valorisent encore. Puis ça, c'est la grande difficulté à essayer de faire comprendre à quoi sert le marketing de contenu. C'est que oui, il y a un résultat éventuel à la fin. Tu sais, ça va faciliter la vente, euh, ça va augmenter la confiance ou la rétention des clients, ou whatever. Mais le grand effet positif du contenu, c'est de, comme tu dis, monter en compétence, puis éventuellement développer une notoriété qu'on peut maintenir à travers le temps, qu'on soit seul, qu'il y ait des changements dans notre entreprise, qu'on utilise ChatGPT ou non. Tu sais, dans le sens qu'il y a une durabilité à avoir acquis la compétence qu'on n'a pas simplement si on fait juste viser le résultat. ouais. Puis surtout si on vise pas à avoir le 300 likes, parce que ça, c'est un truc qui est resté dans le temps. LinkedIn n'aime pas la viralité, là. Hmm. LinkedIn n'aime pas la viralité. C'est quelque chose que le monde n'arrive pas à comprendre. Peut-être parce que ils ont mal géré ou mal créé leur algorithme qui privilégiait les likes. Donc, lorsqu'on postait une belle photo de nous, ben là, le monde likait pour la photo, mais pas pour le contenu. Puis là, Mhm. ça faisait en sorte que tu pouvais devenir relativement viral juste avec une belle photo de toi. Ça marche de moins en moins, ça. Ça marche de moins en moins parce ils ont travaillé sur le fait qu'ils veulent pas la viralité. Et le concept de viralité, anyway, ça fait le contraire de ce qu'on pense. La viralité isole. Lorsqu'on Mhm. est viral, lorsqu'on est une célébrité, euh, genre, t'as pas une si grande gang, t'as pas une si grande gang d'amis que ça, là. Tu sais. Mhm. Mhm. Donc, puis là, on pense que lorsqu'on est célèbre, lorsqu'on est vu, lorsque ci, lorsque ça, on connaît plein de personnes. Ça fait le contraire. Lorsqu'on est viral, tu deviens de plus en plus seul. Donc, LinkedIn ne veut pas ça.
Il va être sûr que la com que tu fais soit vue par les bonnes personnes. Donc, si on se base un peu moins sur les likes puis les vues, mais par est-ce que tu as des clients qui ont pris contact avec toi? Est-ce que lorsque tu rencontres des personnes dans la vraie vie, ils disent Hey, c'est trop cool, qu'est-ce que tu écris? Je Mhm. lis vraiment tout, c'est vraiment bien, bravo, puis là, le monde parle de toi en bien. Ben, on devrait se pencher un peu plus là-dessus, tu sais, à la place Mhm. de Hey, c'est quoi le nombre de likes que j'ai eu? Puis aussi, une autre affaire, c'est que genre n'importe qui peut écrire un post viral, là. Excuse-moi, Ouais. là. À partir du moment où est-ce que tu écris un truc simpliste, là, c'est ultra simpliste, puis tu fais genre plein d'amalgames de trucs, puis tu parles de la politique, là, genre, puis là, tu mets plus de politique là-dedans, puis un truc simpliste, puis genre, Il y a un petit peu d'enfants, tu parles de tes yeah, enfants. exactement, là, tu fais un beau post, là, avec une grosse accroche, là, vraiment clickbait, tu vas devenir viral, dans le sens, c'est pas difficile de devenir viral, selon moi, là. N'importe Mm. qui peut être viral, mais après ça, tu vas bien voir quand même assez vite qu'il n'y aura pas une longue file de clients qui va venir cogner à ta porte, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais, puis comme Bon, n'importe quelle viralité, tu peux être viral pour la mauvaise affaire, puis ça, c'est hein, comme oui. un désastre en communication, tu sais, c'est comme, OK, là, comment est-ce qu'on... Ça devient une crise à gérer. C'est ça. Puis ça dépend du brand que tu as, parce qu'il y a des noms ici au Québec qui sont quand même assez connus. Puis là, ils ont commencé à avoir le potentiel sur LinkedIn il y a comme 1 à 2 ans. Puis ils arrivent avec certains posts qui sont relativement viraux. First, ils ont leur propre célébrité, là. Ils ont leur propre notoriété. Donc ça l'aide, mais aussi les messages qu'ils partagent. Je suis pas sûr que je suis pas sûr que moi je pourrais partager ce genre de message-là puis ça passerait bien. Ça passe parce que c'est des personnes comme ça qui sont riches puis sont un peu de droite puis ça passe bien pour eux autres puis ça détruit pas leur brand. Mais moi si je partageais ça, ça passerait peut-être pas là. Fait qu'encore Ouais. une fois, tu sais, est-ce que tu vas être viral? Mais bon, moi j'encouragerais pas à être viral, là. Dans le sens, j'encouragerais pas à vouloir être viral. Si un post devient viral, ok, fine. Mais comme le but, c'est est-ce que tu crées des relations avec du monde? Est-ce que tu es moins seul? Est-ce qu'il y a des Mhm. personnes qui t'aident? Est-ce que lorsque tu poses des questions pour tester un truc ou pour avoir de l'aide, est-ce que le monde te répond? Est-ce que tu Mm. est-ce que tu as des clients potentiels qui vont prendre contact avec toi? Puis ça, oui, ça se fait avec des posts, mais ça se fait aussi par les messages privés, là, dans le sens, le monde a peur d'envoyer des messages privés quand LinkedIn est 100% fait pour ça, là. C'est pas comme sur Facebook, là. Mhm. LinkedIn, on Mhm. est là vraiment pour prendre contact avec des personnes. Souvent, le monde va nous répondre. Donc, c'est vraiment un bon moyen, là, de solidifier son réseau de contacts. Mais oui, à travers ça, oui, il y a des personnes qui vont se retourner vers l'IA. Puis en ce moment, on le voit. Puis là, ça fait un peu de la merdification, comme que tu as écrit. Mhm. Mhm. Fait que est-ce que tu penses que c'est encore pertinent? Parce que, tu sais, j'ai l'impression que ça va juste aller en augmentant parce que, bon, le truc aussi, puis on n'en a pas, de te parler un peu de Facebook, mais des choses comme ça, mais il y a eu une saturation, une merdification un peu at large parce que ce qui est intéressant avec ce que Cory Doctorow il dit, c'est qu'avec le temps, puis avec le nombre surtout, tu sais, parce que dans le fond, puis c'est quelque chose qu'on disait depuis le début, hein, les plateformes, oui, elles sont gratuites, mais c'est quand même eux, les patronnes, Ouais. c'est leur modèle d'affaires, c'est leur façon tu sais, ils font pas ça pour le bien de l'humanité nécessairement, là. Disons-le comme ça. Ils ont quand Ouais. même des volontés de profitabilité, puis ils sont de gagner sur le marché. Fait que le moment où ils ont une certaine masse critique, puis que là, c'était comme, ah oui, on va vous aider à partager vos souvenirs, puis des choses comme ça, ben une fois qu'ils ont une certaine masse critique, puis qu'ils peuvent renverser la donne, puis en plus, s'ils ont introduit euh, des systèmes de récompense qui viennent jouer avec la dopamine dans notre cerveau, etc., ben là, c'est sûr que on devient un peu je veux pas dire esclave, mais c'est ça qui me vient, là, esclave de leur façon de faire parce qu'on a l'impression qu'on peut plus s'en dissocier, tu sais, qu'on a absolument besoin d'être là, puis que donc il faut qu'on joue la game à leur façon. Mm. Puis je pense que ça crée un ressentiment chez les gens, surtout qui disent, ben finalement, ça sert à quoi d'être sur LinkedIn puis de publier du contenu si de toute façon je vais être envahi par du contenu IA, ça me tente plus d'être là, ça me tente plus
de me faire répondre par des robots. Toi, comment t'amènes ça avec tes clients, par exemple, tu sais, peut-être qu'ils se sentiraient démotivés ou qu'ils ils essaieraient de voir peut-être des résultats qu'on leur a promis, qu'ils allaient voir avec les réseaux sociaux qu'ils voient pas nécessairement. Tu sais, qu'est-ce que tu Hmm. les encourages à peut-être sur quoi focaliser? Ouais, c'est un très bon point. Ben, je dirais de se rappeler que LinkedIn vient supporter nos actions marketing. Ça vient pas les remplacer, là. Dans le Hmm. sens, ça, c'est un truc, je pense, qui est promis par beaucoup d'influenceurs puis de spécialistes LinkedIn de la France, là, que genre, tu poses, puis hey, tu vas avoir plein de prospects à chaque semaine, là, tu sais, dans le sens, Mhm. ce genre de promesses-là. LinkedIn vient supporter les actions marketing, vient supporter ton développement d'affaires. OK, mais il faudra quand même, tu sais, il y a quand même d'autres actions dans ton développement d'affaires qu'il faut que tu fasses, là. Comme aller luncher avec des clients, là. Genre, c'est pas en postant sur LinkedIn que tu vas juste arrêter de parler avec tes clients ou relancer tes clients ou relancer tu sais, Mhm. il y a il y a plein d'autres actions que tu peux faire pour faire briller ton branding personnel et se rediriger vers ces actions-là, ça peut être bien. Par exemple, là, il y a LinkedIn, oui, mais le réseautage, est-ce que tu en fais? Tu sais, dans le Mhm. sens, si tu penses que LinkedIn va remplacer le réseautage en présentiel, ben, tu as tort, là, dans le sens que LinkedIn vient supporter ça. Je t'encouragerais quand même, si tu es dans le B2B, à sortir quelques fois, voire plusieurs fois par année dans des réseautages, aller rencontrer le monde en vrai, surtout qu'on est au Québec, on a juste deux grandes villes, là, tu sais, dans le sens Mhm. le monde se connaisse assez vite, là. Fait que sors dehors, puis LinkedIn va venir supporter ça. Donc, c'est pas juste le réseautage, c'est le réseautage qui est en présentiel, plus LinkedIn, vraiment, ça vient augmenter, ça vient multiplier les chances que tu aies des personnes qui pensent à toi puis qui viennent prendre contact avec toi. Ça, c'est le réseautage. Il y a d'autres choses que tu peux faire. Il y a des événements que tu peux organiser. Tu peux passer sur des podcasts aussi. Comme là, je Mhm. suis sur ton podcast. Moi, je vais me servir de ça. Je vais poster ça sur LinkedIn. Donc, je suis sur ton podcast, mais je vais aussi poster là-dessus sur LinkedIn. Je vais en parler avec d'autres personnes. Donc, c'est plusieurs actions pour faire rayonner notre branding. Il y a des événements qu'on peut organiser. Il y a des Mhm. 5 à 7 qu'on peut organiser dans notre domaine. Il y a peu de personnes qui pensent à faire ça. C'est sûrement le truc le plus facile au monde. Tu as juste à prendre une date, puis une heure, puis de prendre une table quelque part qui est cool. Puis tu demandes à du monde, hey, est-ce que ça tente qu'on se voit là, puis t'es 10, 15, puis là, le monde parle de toi, c'est en vrai, c'est en présentiel. Tu peux poster là-dessus sur LinkedIn, ça vient supporter l'action que tu as faite en présentiel. Il y a des communautés que tu peux créer, ta propre communauté, que ce soit sur Slack, que ce soit sur un groupe LinkedIn, sur un groupe Facebook. Il y a plusieurs autres actions que tu peux mettre en place pour faire rayonner ton branding personnel, que le monde en parle, que tu crées un genre de momentum ou un buzz autour de toi ou autour de ton offre que juste poster sur LinkedIn. Mhm. Sauf que LinkedIn va venir supporter ça, vu qu'il y a peu de personnes qui postent. Oui, il y a de plus en plus de personnes qui postent, mais si tu postes là-dessus, peut-être une à deux fois par semaine, peut-être une fois par semaine, puis moi, j'ai de mes clients qui postent une fois par semaine, puis c'est l'opportunité de prendre la parole, puis ça vient supporter les autres actions que l'on a choisi de faire. Donc, c'est pas juste de voir LinkedIn comme une fin en soi, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut te faire rayonner, puis qu'est-ce que le monde n'a pas fait dans ton domaine, puis comment est-ce qu'on peut faire ces petites actions-là qui vont faire en sorte que ça va paraître tellement gros parce que le monde vit juste le statu quo. Mhm. Mhm. Pendant que ta compétition écrit des posts avec ChatGPT, toi, organise un 5 à 7 ou un événement de Noël ou n'importe quoi, là. Ça peut être un party d'Halloween si ça te tente, dans ton domaine ou un panel qui est en ligne avec comme 6 autres professionnels de ton domaine. Puis là, le monde va en parler, ça va avoir l'air big, mais comme, est-ce que Mhm. c'est comme, est-ce que c'est tant de travail que ça? Peut-être pas. Mais c'est sûr que quand on le compare à des personnes qui écrivent leurs posts fade puis beige avec ChatGPT, c'est un big deal le panel que tu as organisé un vendredi Mhm. dans le mois de novembre, là, tu sais. Fait que moi, je dirais plus ça de voir ça comme un support. Ça vient supporter. C'est pas comme
une C'est pas fin. l'objectif, ouais, c'est C'est ça. ça. C'est pas C'est une ça. fin en soi, comme tu dis. C'est ça. Puis là, de le voir comme ça, souvent, ça l'aide. C'est comme, ça vient m'aider, ça vient supporter les autres actions que je peux faire. Puis, Exact. ouais, c'est ça. Puis aussi, pour répondre aussi aux problématiques de lorsque je vais sur LinkedIn, puis sur mon newsfeed, je vois des posts, puis là, c'est pas des posts qui m'apportent de la valeur. Ben, LinkedIn a quand même mis l'option d'activer la cloche sur certains profils. Mhm. Ça, ce serait sûrement le premier truc à faire là, pour les personnes qui nous écoutent. Ce serait, lorsque tu vas sur LinkedIn, ben, fais le top 10 des personnes de ton réseau que tu vas être sûr de ne pas manquer. Va sur leur profil, puis là, tu vas avoir la cloche qui va être en haut à droite. Puis Mhm. active ça pour tous les posts. Puis là, tu vas recevoir la notification à chaque fois que ces personnes-là vont poster. Puis ça prendra pas beaucoup de temps avant que LinkedIn te montre que ces 10 personnes-là en premier lorsque tu te connectes. Donc déjà ça, c'est sûrement le moyen pratique pour être sûr que ton newsfeed soit correct. Mhm. De faire une curation, Ouais, un ouais, peu comme on fait avec nos infolettres, mais là, à ce moment-là, ouais, c'est dans le 100%. style. Non, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Puis je suis vraiment d'accord avec toi aussi pour, tu sais, tu as dit qu'on était esclaves. Euh, je, ben moi, je dis souvent, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de 2025? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de 2025, c'est que d'être dépendant de géants de la tech, c'est jamais une si bonne idée que ça. Ça, là, ça, c'est le gros Ouais. apprentissage. Vraiment, niveau, comme, je suis pas un économiste, mais être dépendant de l'économie d'un autre pays, ça non plus, c'est peut-être pas la meilleure Mhm. idée ever. Mais être dépendant, si notre entreprise est dépendante d'un géant de la tech comme Microsoft, pas une bonne idée. Pas une bonne idée parce qu'il suffit juste que Bill Gates dise de la merde, puis que là, le monde dise, ah, je boycotte LinkedIn parce que c'est lié à sa compagnie, comme il s'est passé avec Mark Mhm. Zuckerberg lorsqu'il a parlé des minorités, Mhm. puis les politiques sur Facebook. Puis dans le fond, c'est ça, là. Fait que le but, c'est d'être juste un peu moins dépendant. Et ça se passe pas sur le court terme, là, mais sur le moyen terme, il y a des trucs qu'on peut mettre en place pour extraire notre réseau de LinkedIn, tu sais. Ouais, définitivement. Puis ça, c'est vraiment comme c'est mon gros cheval de bataille, tu sais, de créer des systèmes résilients aussi, tu sais, des écosystèmes de contenu où on peut amener des gens dans d'autres espaces, puis on n'est pas dépendant, comme tu dis là, des bro Ouais. marketeurs, Ben, c'est ça. bro oligarques Ben euh, ouais. de nos jours. Puis, tu sais, je pense que c'est encore. Je pense que ce qui est bon avec cette merdification, à quelque part, c'est que les gens peuvent pas l'ignorer, puis ils doivent se réveiller à des habitudes qu'ils auraient peut-être pris au niveau de leur technologie, puis de leur façon d'interagir avec les gens, puis de dire, OK, non, c'est pas ça que je veux, puis je veux créer quelque chose de différent, puis je suis prête à mettre l'effort et à avoir la friction nécessaire pour que ce soit différent. Ouais, c'est ça. Vraiment, vraiment. C'est Et ça. puis c'est comme ça que tout le monde peut faire des choix allumés puis qu'on peut construire quelque chose de différent. Mais tu sais, si tout le monde se dit, ah, mais c'est comme ça que c'est, fait que je vais faire comme tout le monde, ben là, c'est sûr qu'on augmente la merdification. Ouais, vraiment, vraiment. Puis le truc aussi, c'est, tu sais, en réalité, puis moi, c'est un truc que je pense depuis quelques mois, là, mais je sais que c'est pas réaliste de penser ça, mais tu sais, je suis comme, si on pouvait créer notre propre LinkedIn ou notre propre réseau pour ici au Québec, à quel point que ça serait nice, tu sais, de recommencer de zéro, créer une plateforme où Mhm. est-ce que genre, c'est juste entre nous autres. Mais bon, peut-être que la merdification, elle viendrait dans genre 15 ans, là. Peut-être que t'aurais raison. Elle viendrait Inévitable. éventuellement. Parce que moi, je me dis, ben là, dans le sens, comment, parce que LinkedIn, dans le fond, la base est bonne, là, dans le sens comme c'est Ouais. bon de comme, s'entraider, puis de voir ça comme un CRM, tu sais, c'est bon, c'est juste, si on va vraiment vers où est-ce que, où est-ce que tu nous dis que ça va aller, ben là, c'est ça, puis en plus, il y a pas de concurrence. Mhm. Ça, c'est un autre point, c'est lorsque dans un marché, il n'y a pas de concurrence ou très, très peu de concurrence, ben,
en fait, ils ont beaucoup trop de pouvoir, là. Tu sais, ils ont beaucoup trop de Ouais, pouvoir. Il ouais, faudrait c'est qu'il y ait comme... inégal, ouais. C'est ça, comme il faudrait vraiment qu'il y ait comme 3 à 4 LinkedIn. Puis là, ils seraient en train de travailler pour créer la meilleure plateforme, mais en ce moment, c'est pas ça qui se passe. Il y en a un, puis il n'y a pas vraiment d'autres plateformes B2B qui ont été créées jusqu'à présent, tu sais. C'est ça le truc. Ça, Ouais, c'est un problème. Mais ouais, ça, ouais, définitivement. Ah, c'est une, une belle façon de commencer à conclure notre conversation parce qu'il y avait plein d'autres choses qu'on aurait pu discuter. Tu sais, j'étais curieuse de savoir, tu sais, est-ce que c'est encore pertinent quand même de produire du contenu sur LinkedIn? Est-ce que on, on veut quand même utiliser cette visibilité-là? Puis c'est quoi, toi, ta vision de la place de la visibilité? Mais je pense que on va garder ça pour une autre conversation. yes. Dis-nous ce que tu trames ces temps-ci, là où tu aimerais que les gens te suivent, s'ils veulent en savoir plus sur ton travail, sur tes offres, sur tes accompagnements. C'est quoi la meilleure place pour te suivre? Yes, ben écoutez, suivez-moi sur LinkedIn. Wow, écoute, la grosse surprise. Ben là, présentement, on est en début septembre 2025. Je crée un gros projet qui va s'appeler la vague LinkedIn pour le mois de novembre. Ça va Hmm. être comment pallier aux problèmes qu'on a parlé ensemble ici. Mhm. Comment faire ça? C'est que je vais créer un genre de communauté. Fait que si vous voulez en faire partie, venez. Pendant tout le mois de novembre, ça va être un challenge collectif, mais pas juste de poster une fois par jour, parce que j'aime moyen ça. Le but, ça va être de te sortir de ta zone de confort, de te servir de LinkedIn, donc de prendre la parole. Oui, là, un de mes 10 défis, c'est de poster sur LinkedIn. Mais sinon, c'est de prendre contact avec des nouvelles personnes, planifier des cafés virtuels avec des nouvelles personnes qui font pas partie de ta ville, qui sont pas dans ton domaine d'activité. Donc, le but, c'est que pendant le mois de novembre, à la fin, tu ressortes avec des nouvelles opportunités d'affaires. C'est quasiment sûr que ça va t'en créer, mais bon, je peux pas le Mhm. garantir. Et là-dedans, il va y avoir une liste de tous les participants avec des fiches. Donc, ça va remplacer, ça va comme pallier le problème sur LinkedIn, c'est comme qui suivre, puis Mhm. avec qui se connecter. Mais là, tu vas avoir la liste de tous les membres, leur clientèle cible, leurs valeurs. Là, tu vas pouvoir te baser sur cette liste-là, sur ces fiches-là, puis ensuite aller sur LinkedIn. Fait que ça va être comme une première phase avant d'aller sur I LinkedIn. love it. Puis J'adore ça l'idée. va. Ouais, c'est ça, ça va. Fait que c'est ma manière de tester un réseau social. Ben oui, c'est ça que je me disais. J'étais comme, c'est exactement ce dont tu parlais. C'est ça, ça va faire que moi j'y pense, c'est la manière la plus rapide et cheap de tester ça. Puis ça va être lancé à la fin du mois de septembre. Puis ensuite, à partir du 1er novembre, on commence tout ça. Il y a 10 défis pendant le mois, le monde se parle entre eux autres. Puis on termine 2025 qui a commencé sur un pied moyen, mais on le termine sur un bon pied. Puis on commence 2026 avec plus de relations d'affaires, avec des nouvelles relations d'affaires. Fait que ça vous tente, venez checker mon profil, vous allez le voir quelque part d'ici novembre. Love it. J'adore ça. Allez sur le profil d'Isaël. On va mettre le lien naturellement dans les notes de l'épisode. Puis, est-ce que tu as une infolettre ou Oui, c'est j'en ai vraiment... une. Ouais, ok. Oui, en fait, vous pouvez me suivre, vous allez la retrouver sur mon profil aussi. Puis j'ai un compte Instagram sur lequel je pose des memes et mes opinions en stories. Écoute, je pense que tu me suis là, je suis pas trop informatif là-dessus. Je partage pas trop de conseils, mais Ouais, j'essaie non, de faire rire un peu. ces temps-ci, j'ouvre Instagram une fois ou 2 semaines à peu près, Ah, là, c'est pour vrai? nos Ah messages. ouais? Ouais, ouais, je pense que je suis très, très... Mais tu sais, j'ai fait une grosse purge, moi, là. Ah ouais. Je réduis beaucoup, beaucoup mon temps Ah, sur mais les c'est réseaux bon sociaux. ça, c'est bon ça. Mais écoutez, je vais essayer de faire pareil. Fait que si je pose moins, c'est à cause de ça. Je vais vraiment essayer de faire pareil. Isaël, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Comme on a vu, tu sais, on a encore plein de sujets à creuser. On va voir si dans la nouvelle itération du podcast, tu seras probablement dans la liste d'invités aussi. Merci beaucoup. Et ouais, on s'inscrit à ton challenge. Merci d'avoir été là, puis on se dit à très bientôt. Merci beaucoup là. Ciao, ciao.
Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.